Bon, je vais vous présenter 2-3 petits trucs. Je vais pas refaire le débrief de la partie, tu vois, crypto bubble, machin. Enfin bref, je vais vous montrer 2-3 petites choses que je voulais vous montrer. Et puis après, je reprendrai des questions. C'est un peu fourre-tout, mais bon, ça me vient aussi comme ça vient. Et quand il y a des points importants, je vous le dirai. Donc sur la partie ETF, en fait, tout à l'heure, je vous ai posé la question, selon vous, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu une augmentation si importante, par exemple sur l'Ether, aussi sur le BTC. Donc il y a éventuellement quelques inflows qu'on retrouve sur la partie BTC. Ça fait un certain temps qu'on le suit. Et si on regarde sur la partie Ether, regardez, les inflows sont assez souvent encore négatifs, mais on est sur des volumes qui sont extrêmement faibles. Et en fait, on se rend compte que, en tout cas pour la partie BTC, sur la période où on vous disait que c'était les baleines qui achetaient, etc., etc., et qu'on voyait en fait ceux qui vendaient, c'était les petits porteurs, bah regardez. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau rapport qui est sorti de chez River, je pense que je le présenterai sur YouTube. En 2025, ceux qui ont vendu, c'est les individus, donc les retail, d'accord. Les gouvernements ont acheté, les autres entités ont acheté, les fonds et les ETF ont acheté, mais c'est surtout les business. Et quand on parle de business, c'est par exemple MicroStrategy. Hein. MicroStrategy qui n'arrête pas d'acheter à tour de bras. Ils achètent, ils achètent, ils achètent. Là, dernièrement, ils ont racheté pour 1,34 milliard de BTC, donc presque 14 000 BTC. Vous pouvez suivre là-dessus à chaque fois qu'il y a des points verts, c'est le DCA de Michael Saylor. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire qu'en fait, il avait quand même un prix d'achat moyen qui était assez faible ici, parce qu'il en avait acheté beaucoup. Là, il achète en fait sur des niveaux qui sont, on peut considérer comme étant importants. Et son coût d'achat moyen, regardez, il est presque à 70 000. Ça veut dire que la probabilité, s'il continue d'acheter encore le top, le top, le top, le top, la probabilité qu'Amber en descende en dessous de son prix d'achat de revient, on verra un petit peu comment ça va se passer, mais ça peut devenir assez questionnable sur la longévité un petit peu de cette approche-là. On verra. En tout cas, pour l'instant, très largement en positif, presque 20 milliards de gains. Donc, vous voyez, hein, quand on a beaucoup d'argent, en fait, on ne cherche même pas forcément des montants ou des performances qui soient juste monumentales. Mais là, 50%, évidemment, quand on a un montant investi qui est aussi important, bah voilà, ça représente tout de suite beaucoup d'argent. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'ils souhaitent s'arrêter là-dessus. D'un point de vue réglementaire, on se rend compte aussi, c'est ce que je vous disais, hein, quand on a changé de Gary Gensler à Paul Atkins, pardon, on voit que là, il y a un vrai changement d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue juridique, il y a un vrai shift. Et c'est pour ça que là, pour moi, on a tous les voyants au vert, quoi. On a le volet réglementaire, on a le volet juridique, on a les produits on-ramp et off-ramp, c'est-à-dire les moyens pour permettre des gros flux financiers pour pouvoir rentrer en crypto, en l'occurrence, par exemple, les ETF. Tout ça fait que il n'y a pas de raison de penser que on n'est pas sur la bonne tendance pour les prochaines années. La vraie question, et c'est toujours la même chose, c'est sur le court terme, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un retracement? Est-ce que ça va augmenter? Mais c'est pour ça que quand on investit en crypto, il faut toujours arriver à s'extraire du bruit ambiant et de la volatilité à court terme, parce que vraiment, de la volatilité comme ça, on en aura tout le temps. Tout peut changer rapidement. Mais pour moi, ça ne change absolument pas la dynamique long terme du projet et de l'avancement de l'écosystème crypto. Et au final, tous ceux qui pensent que la crypto, c'est la fin, ou en tout cas, c'est plus le moment, ou l'adoption, c'est bon, elle a déjà topé, les opportunités sont plus là, y compris sur BTC. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas vraiment compris ou saisi ce qu'il y a derrière, parce que je vous avais présenté un rapport qui montrait qu'en 2025, on était à 3% d'adoption sur le BTC. A priori, sur l'Ether, on est un peu moins. Sur les alts, on en est encore moins. Donc, oui, il y a de la volatilité sur le court terme, mais ça représente rien. Je veux dire, la crypto, c'est 2 trillions, 3 trillions de dollars. 3 trillions, mais c'est rien. 3 trillions en bourse ou en crypto, enfin, en bourse ou sur le marché résidentiel, c'est rien. Et quand on prend le marché de la réserve de valeur, globalement, ça représente des centaines de trillions de dollars. Et rien que le Bitcoin, déjà, s'attaque à ça. Après, si on prend d'autres marchés qui seraient potentiellement créés, des choses qu'on ne connaît pas vraiment aujourd'hui, c'est que le début. Et en fait, que vous ayez, si vous avez une vraie vision long terme, que vous ayez acheté, en fait, on le voit par le passé, hein, que vous ayez acheté du Bitcoin à 2000, à 5000 ou à 10 000, alors oui, on est d'accord que ça fait une différence. D'accord. Et globalement, aujourd'hui, vous seriez content. Et c'est ça le truc. Et donc, a priori, dans les prochaines années, si un Bitcoin, il est monté jusqu'à présent en 16 ans à plus de 100 000 balles, d'après vous, il va lui falloir 16 ans supplémentaires pour monter au million, ou ça peut aller beaucoup plus vite.
Je vous pose la question, hein. Là où avant, ça pouvait sembler complètement dingue de se dire un bitcoin à 1 million, les mecs, c'est des timbrés et tout. Là, comme par hasard, ça commence à devenir de plus en plus réalité. Et donc, moi, je peux aller même plus loin, hein. Un Ether à plus de 100 000 balles dans les prochaines années, s'il n'y a pas de hack, et cetera. Est-ce que c'est complètement fou? Bah non, c'est la crypto. Et malheureusement, bah, ceux qui se perdent dans le bruit ambiant, qui sont là juste pour faire un coup, qui n'ont pas une vraie vision long terme, peuvent passer complètement à côté de tout le truc. Parce qu'ils se disent, ils ne peuvent pas accepter cette volatilité à court terme, ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont entre les mains. Et quand ils font des petites plus-values, en fait, ils vendent parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Donc ça aussi, c'est une vraie importance, je pense, à avoir et de comprendre ce qu'on a en portefeuille et de la direction dans laquelle on va. C'est hyper important. Il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer, les mecs. Et ça, évidemment, bah, on n'a pas ce genre de news en bear market. Par contre, ça peut être un signal de top aussi, hein, d'accord. En général, quand on a des news comme ça, en général, c'est pas dingue, hein, d'accord, hein. Mais on a Coinbase qui pourra, à mon avis, très bientôt rentrer. Alors, c'était le 19 mai prochain, qui pourra potentiellement rejoindre l'indice S&P 500. Donc, c'est la première boîte crypto qui pourrait rejoindre le S&P 500. Donc, ça, pareil, hein, y en a qui disent que ça pourrait être un signal de top. Et en effet, quand on a des bonnes news comme ça, on est plus dans une approche bull market que bear market. Mais voilà, c'est quand même assez fou de se dire que là, Coinbase, une boîte qui est en crypto depuis un certain temps, va être cotée, et enfin est cotée depuis maintenant un certain temps et va rejoindre l'une des 500 plus grandes entreprises américaines. C'est quand même assez fou. Au niveau de l'analyse technique aussi, avant que je rentre là-dessus, je voulais vous montrer un petit truc. Pourquoi en fait on a une performance aussi importante sur les alts, et on le voit, hein. Regardez, hein. En 7 jours, regardez l'Ether 43%, XRP 22, Solana 23, etc., etc. Enfin, vous voyez, hein, vous avez des projets qui ont fait plus de 100%. Si on classe sur les 7 derniers jours, voilà, regardez, hein. Il y a eu en effet quelques petites corrections, mais globalement, ça a quand même énormément augmenté. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on a eu en fait une petite baisse sur la partie dominance BTC. Donc, il y en a qui disent que ça a topé, la dominance. Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce qu'on le voit, hein. Regardez là, hein. Même chose là, hein. On était là, c'est descendu 11%, et ensuite on est reparti sur un plus haut. Là, on a perdu quelques pourcentages, vraiment pas grand-chose. On a dû perdre 2%, un peu plus, 5%, ouais, 5,5% sur la dominance du Bitcoin. Évidemment que ça peut descendre plus bas, on verra, hein. Peut-être que c'est un top, ou peut-être pas. Et si c'est pas un top et que ça remonte, bah, les alts vont encore saigner, hein. C'est normal, hein. Et on peut revoir une baisse, on peut revoir un truc. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire tout de suite. On peut se réjouir du prix sur le court terme, mais pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Et on le voit, hein. Regardez à quel point ça évolue très vite. Les mecs qui disent, moi, je serais capable d'anticiper le truc et de re-rentrer. Regardez à quel point. Si on prend la mèche là et ici, l'Ether, il a doublé. Il a fait 100%. Il a doublé en 35 jours. Et là, je l'ai mis en weekly, mais si on regarde sur journalier, on va s'amuser à regarder, hein. Vous allez voir les performances de l'Ether. Voilà. C'est quand même assez fou, hein. C'est-à-dire qu'on prend rien que là et là. En 6 jours, l'Ether, il a pris 50%. 5 jours. Ça, c'est des mouvements que tu ne peux pas vraiment anticiper. C'est pas, à moins d'être dedans et d'accepter ta perte là, ou que ça aille plus bas et tout, dans des supports qui sont pas dingues, tu peux pas catcher ce genre de mouvement. C'est hyper dur. C'est hyper compliqué. Et quand bien même tu arriveras à le catcher, en fait, très souvent, si tu maîtrises pas ce que tu fais et que tu es que sur le court terme, dès qu'il y a un pullback, tu vas revendre pour après remonter. Enfin bref, je reviens pas forcément dessus. Si on regarde sur la paire Ether BTC, ça c'est pareil. C'est pour ça que je vous dis de prendre du recul aussi et de pas crier victoire non plus trop vite. C'est-à-dire que là, ça fait un certain temps, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube depuis des mois, voire des années, ça fait, on vous le dit, ça, hein. Je vous ai dit, hein, support, machin. Là, on est sur des niveaux historiques, même niveau que l'Ether à 70-80 balles sur 2019. On vous l'a dit tout ça, hein, d'accord, hein. Et je vous avais dit que là, c'est le support pour moi long terme, ultra important, sur lequel pour moi il ne faut pas break. Il ne faut pas le break. Parce que si on le break, qu'on vient clôturer en mensuel, enfin en weekly et en mensuel en dessous, ça pue. Ça pue. C'est-à-dire que là, c'est la dynamique clairement long terme de l'Ether qui est breakée. Mais, et pour l'instant, encore une fois, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que des bougies vertes, on en a eu là, on en a eu là, on en a eu là. Par contre, là, on est quand même sur une grosse bougie verte, hein. Regardez le rebond, comment il a été fort, hein. Là, c'est le ratio Ether-BTC. D'accord. Regardez, 49%.
C'est énorme. Pour l'instant, on a une vraie surperformance sur le court terme de l'Ether par rapport au Bitcoin. On verra. Historiquement parlant, quand on a atteint un bottom sur la paire Alt-BTC, c'est quand on a la fin du quantitative tightening. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est toujours en quantitative tightening. Quantitative tightening allégé, mais on est toujours en quantitative tightening. Donc, on verra. Je pense que ce qui a rassuré les gens, et s'il y en a où il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, c'est qu'ils se sont dit, je ne comprends pas, au mois de mai, là, ils n'ont pas baissé les taux, le 7 mai. Donc, et ça a été bullish. En fait, il y a eu une réaction positive. Dites-vous que baisse de taux n'est pas forcément favorable sur le court terme aux cryptos. C'est-à-dire qu'on se dit, a priori, taux bas, argent pas cher, favorable aux actifs risqués, et sur le long terme, on peut le comprendre. Par contre, sur le court terme, une baisse de taux, ça veut dire aussi qu'il y a un truc qui ne va pas dans l'économie. D'accord une inflation qui déconne, un chômage qui explose, des entreprises qui font faillite. Enfin, il y a un problème. Donc, qui dit problème, dit incertitude, dit vigilance, dit anxiété, dit problématique pour les marchés. Donc ça, les gens, ils n'ont pas envie. Donc là, quand on a un maintien de taux, ça a été perçu par le marché comme quelque chose de positif, parce que ça veut dire, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, c'est bon, l'inflation est sous contrôle, le chômage, ça passe, les entreprises vont plutôt bien, il n'y a pas grand-chose qui se casse, ça va. S'il y a une baisse de taux, encore, et imaginez que demain, il y a une baisse, un meeting, et puis on baisse de 50 basic points les taux, ça veut dire que dans l'économie, il y a un truc qui a pété, donc ça crée de l'incertitude. Et ça ne sera pas forcément bullish sur le court terme. D'accord? Et baisse de taux ne veut pas forcément dire impression monétaire, quantitative easing, etc. Hein, d'accord? Ça n'a rien à voir. Hein. C'est deux leviers différents. Donc, je le répète tout ça parce qu'il y en a beaucoup des moments, et ça a tendance un peu à me gonfler. Sur Twitter, les mecs, dès qu'il y a une baisse sur la dominance du BTC, là, les mecs, ils te disent alt season, alt season, alt season. Les mecs, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils te parlent d'alt season à chaque fois qu'il y a une baisse ou une augmentation sur les alts. Une alt season, c'est pas ça. Une alt season, c'est pas ça. Vous ne pouvez être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que là, ça fait des années qu'on vous en parle de ça. Une alt season, c'est ça. D'accord? C'est ce que vous voyez là. Ça, c'est une alt season. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Une alt season, c'est ça. D'accord? Et puis, il y a d'autres critères à l'intérieur. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se rapprocher de ça, mais attention, parce que tous les mecs qui crient alt season, dès que la dominance, elle perd 5%, et dès que ça réaugmente, les mecs, ah bah je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit. Enfin, c'est usant, quoi. C'est usant, ces mecs-là. Mais, voilà, restez vigilants. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, évidemment. Il faut attendre des confirmations. Et c'est ça le problème des confirmations, c'est que quand on attend 50 confirmations pour acheter, bah, au final, des moments, on est bien plus bas. Imaginez que votre confirmation, en fait, vous attendiez que ça clôture en dessous du plus haut d'ici. Vous dites là, allez, ok, là, j'ai une validation de la baisse de la dominance du Bitcoin et ça continue de baisser. Bah, au final, les alts, ils ont tellement augmenté que là, du coup, vous allez prendre votre risque plutôt potentiellement à la revente, quoi, parce que vous avez sans doute loupé pas mal de gains. Mais voilà, plutôt pertinent pour le moment. Il y avait autre chose que je voulais vous présenter aussi, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu cette news. Suite à la mise à jour Pectra, c'est une news qui a fait pas mal jaser parce que le titre, c'est ça. C'est la mise à jour Pectra permet aux pirates de vider les portefeuilles Ethereum. Donc là, il y a tout le monde qui va se dire, putain, attends, des Ethers, j'en ai, portefeuille Metamask, Rabi Wallet, machin, j'en ai. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Est-ce qu'ils peuvent vider le portefeuille? Si oui, comment? Est-ce qu'il faut valider les transactions et tout? Je vais vous expliquer. Globalement, l'idée de Pectra, c'est d'apporter une meilleure flexibilité sur la partie Ether. Et en fait, ils ont rajouté quelque chose qui permet de signer des transactions off-chain. Donc techniquement, je ne vais pas rentrer dans les détails comment c'est possible, mais on peut signer des transactions off-chain. C'est surtout pour des applications, pour des gros portefeuilles, bref. Le multisig aussi, ça fonctionne un peu comme ça. Mais bref. Vous, si vous avez un portefeuille classique type Metamask, Ledger, machin et tout, en fait, si vous n'activez pas et si vous n'utilisez pas ce genre de fonctionnalité, de ce que j'ai vu, ça ne semble pas poser problème. Mais c'est plutôt le problème, c'est que dans le lot, il y aura peut-être certaines applications, certains smart contracts, certaines entités qui pourraient décider, que vous le sachiez ou non, d'utiliser ce genre de fonctionnalité pour avoir une meilleure flexibilité.
Et du coup, vous, en utilisant ce genre de plateforme, mettre à risque de manière bien plus importante vos fonds. D'accord? Donc c'est ce qu'ils expliquent. Je vais vous lire la mise à jour pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc ils mettent un nouveau vecteur d'attaque permis par Pectra. Je vais déplacer un peu mon micro. Le 7 mai dernier, la mise à jour Pectra d'Ethereum a discrètement activé une fonctionnalité potentiellement dévastatrice. Le IP 7702 qui introduit un nouveau type de transaction qui permet à n'importe quel utilisateur de déléguer le contrôle de son portefeuille à un smart contract. Donc attention à ça. Simplement via une signature off-chain. Donc vous voyez, en fait, il faut faire quelque chose quand même. Hein. Ça ne veut pas dire que si vous faites rien, on va venir vous piquer votre pognon. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que si j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Par contre, on peut déléguer le contrôle de notre portefeuille à un smart contract avec une signature off-chain. Donc ça interroge quand même. Hein. Plus besoin de transactions on-chain signées. Une simple interaction avec un site de phishing peut suffire à perdre l'intégralité de ses actifs en crypto. C'est fou ça. Hein. C'est quand même assez dingue. Hein. C'est pour ça que là, la partie sécurité crypto, il faut être calé. Sur Crypto Investisseur, on a un module qui est ultra développé par rapport à ça, où on reprend la partie sécurité à 360 degrés. D'accord, c'est pas un truc où on vous dit juste mettez vos cryptos sur une ledger. On va vraiment beaucoup plus loin. De la partie gérer vos cryptos jusqu'à la partie aussi léguer ces cryptos. Parce que si vous êtes le seul à vous occuper de vos cryptos et que si demain il vous arrive quelque chose, si votre femme s'occupe pas de la crypto, vos parents, vos enfants, etc. Si demain il vous arrive quelque chose, on n'a pas envie d'y penser, mais que deviennent vos cryptos? Ce serait trop bête de les voir perdre. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on a énormément travaillé avec des avocats, des fiscalistes, des comptables, etc. pour créer vraiment quelque chose unique pour protéger, mais avoir une protection à 360 degrés sur la partie crypto. Le cœur du problème, pour ceux que ça intéresse, je le dis, hein, mais vous avez le lien dans la barre d'infos. Le cœur du problème réside dans sa capacité du message signé à exécuter la commande setcode qui modifie directement le code d'un compte utilisateur, transformant en proxy, redirigeant les appels vers un contrat intelligent malveillant. Une fois que le code est défini, le pirate peut l'invoquer pour transférer de l'Ether ou des cryptos sans que les utilisateurs ne signent jamais de transaction classique. C'est assez fou. Hein. Mais par contre, au départ, vous avez quand même délégué une partie de vos fonds à un smart contract. Alors, vous avez fait quelque chose. Donc, vous pourrez vous amuser à lire l'article si ça vous intéresse, mais de ce que je comprends, vous me corrigerez si je me trompe, mais de ce que je comprends, pour moi, si vous gardez vos cryptos, ledger, machin et tout, vous restez discret, il n'y a pas de problème. Si par contre, vous commencez à utiliser la finance décentralisée, la DeFi, vous n'avez pas une hygiène irréprochable sur la gestion de vos comptes. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, des transactions sur votre portefeuille long terme, sur le même sur lequel vous faites de la DeFi, etc., c'est problématique. Ça devient même plus problématique aujourd'hui qu'avant. Ça l'était déjà avant, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc, il y a une vraie hygiène de gestion de portefeuille à avoir pour éviter les contaminations de portefeuille. Et que si jamais vous faites une connerie avec un portefeuille, que vous n'ayez pas votre portefeuille long terme qui soit couplé par rapport à ça. Tant qu'on est sur la partie DeFi aussi, on a Uniswap qui est le premier DEX à franchir les 3 trillions de dollars, donc les 3000 milliards de dollars de volume de transactions cumulés. D'accord? C'est quand même assez fou. Hein. C'est-à-dire que là, on a des vraies parts de marché. On vous en avait beaucoup parlé avec Mickaël et Théo. Il y a des vraies parts de marché qui sont prises par les DEX de plus en plus avec le temps par rapport aux plateformes d'échange centralisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gros volumes se font vers les plateformes d'échange centralisées, mais on se rend compte que les DEX de plus en plus prennent de plus en plus d'ampleur. Et Uniswap, c'est le cas parce que c'est le leader, c'est le premier, etc., etc. Donc ça, c'est quand même assez fou. Vous avez là la courbe en fait d'augmentation des volumes sur Uniswap qui est quand même assez fou, quoi. Voilà, pour y jeter un coup d'œil, mais du coup, pour moi, c'est positif dans le sens où les gens commencent à se rendre compte de l'intérêt d'éviter les plateformes centralisées, etc. Même si, aussi, je l'accorde aussi, hein, les DEX, c'est pas non plus la panacée, parce que quand on parle de décentralisation, c'est des degrés. Hein. Si vous allez sur Orca, sur Meteora, sur Solana, vous êtes pas décentralisé. Hein. Quand vous êtes sur la Binance Smart Chain, vous n'êtes pas décentralisé. C'est des différents spectres de décentralisation. Mais si vous êtes sur Polygon, vous n'êtes pas décentralisé. Hein. La plupart des L2, surtout aussi sur Ethereum, parce que c'est Ethereum qui a ce principe de fonctionnement-là, et que vous soyez sur les Optimistic Rollup, les ZK Rollup, ZK Stark, ZK Snark, la plupart ont des clés administrateurs, sont ultra centralisés de la muerte. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand on vous parle de décentralisation, quand vous commencez à aller sur des blockchains qui sont plus rapides, plus scalables, machin, très souvent, vous le payez sur la sécurité, sur la décentralisation. Hein. Oui, c'est scalable, mais c'est pas décentralisé. Très souvent, ou en tout cas bien moins que d'autres cryptos, comme par exemple Bitcoin, etc. Donc, soyez vigilants par rapport à ça.